Bonjour, avec vous Mohamed Koudous, professeur à l'Université Moulay Ismail, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Mon intervention aujourd'hui, c'est au sujet de la théorie de la bureaucratie et de l'autorité. Une théorie qui se situe dans une discipline de théorie d'organisation, dans un cadre plus global, la sociologie des organisations. On parle d'organisation. Donc, il faut s'intéresser d'abord à ce mot, organisation. Les organisations sont d'abord omniprésentes dans les sociétés modernes. Les individus naissent dans des organisations, généralement dans une organisation de santé ou des organisations de santé. Ils sont formés pendant des années dans des organisations éducatives, des écoles, des lycées, des collèges, des universités, etc. Puis ils sont employés dans des organisations professionnelles, des entreprises, des établissements publics, semi-publics, qui leur versent des salaires leur permettant de devenir clients de diverses organisations marchandes, des entreprises, et usagers des services de multiples organisations publiques, les administrations publiques. Alors tout ce qu'on a cité, tout ce type d'établissements, d'entreprises sont des organisations. Et c'est pourquoi on a dit que les organisations sont omniprésentes dans les sociétés modernes. Mais puisque c'est comme ça, ça veut dire qu'on est dans une organisation, on vit entouré par des organisations et on doit définir qu'est-ce que d'abord l'organisation. La définition de l'organisation, comme celle de la beauté ou de prestige, c'est nul ne saurait en donner une définition précise et exhaustive à l'avance. Chacun la reconnaît quand il la voit. Ça, c'est à propos de l'organisation. Et pour que soit plus clair, on parle de quoi? L'organisation, il peut s'agir d'établissements, d'entités, d'entreprises. Une entité, ça veut dire une création humaine, un groupement de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais lorsqu'on dit aussi l'organisation, cela nous renvoie vers l'action d'organiser, le verbe organiser. Et à ce titre, un des grands auteurs en matière de sociologie d'organisation, le français Michel Crozier, nous rappelle que l'organisation est une réponse au problème de l'action collective. C'est-à-dire que à chaque fois on doit agir ensemble, naissent un certain nombre de problèmes, peut-être de conflits, et on organise de façon à éviter ces problèmes ou à résoudre ces problèmes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, toutes les théories d'organisation cherchent les structures et les méthodes générant la performance de cette action collective. Ça, c'est d'une façon globale l'organisation. Mais on est dans un cadre, c'est celui de la sociologie des organisations. Je vous rappelle, qu'est-ce que la sociologie? Alors, la sociologie s'intéresse à l'analyse des faits et de phénomènes sociaux relatifs au pouvoir, les conflits, les relations entre les acteurs de la société, etc. Enfin, les organisations en tant que construits sociaux, une organisation, c'est une partie de la société, une petite société dans la grande société. Donc, les organisations en tant que construits sociaux ou groupements humains font donc partie de champs d'analyse de la sociologie. Et par ailleurs, la sociologie des organisations est devenue un champ autonome de recherche à partir du milieu des années 1960. Revenons maintenant. C'est dans ce monde d'organisation et de sociologie d'organisation qu'il y a des auteurs et qu'il y a des approches. L'approche que nous traitons aujourd'hui, c'est l'approche classique, notamment la théorie de la bureaucratie et de l'autorité de Max Weber.
Cette approche classique, où il y a d'autres théories, les théories fondatrices, telles que celles de Taylor et de Fayol, ce sont des théories développées par des ingénieurs qui avaient soit un sens industriel, et donc on organisait des usines et c'était destiné à l'amélioration de la productivité des ouvriers, soit destiné à l'administration, et c'est la théorie de Fayol, l'organisation administrative de travail. Il s'agit d'organiser, donc, de doter l'entreprise d'une structure, d'assurer le management de l'entreprise, enfin, à travers un certain nombre de fonctions. Maintenant, c'est la théorie de Max Weber. Max Weber, sa théorie, c'est celle de la bureaucratie et de l'autorité. Il y a d'abord ce terme, bureaucratie. Et le terme bureaucratie a été créé en 1759 par Vincent de Corneille. D'ailleurs, ce terme composé à la fois de bureau, terme français, et cratie, d'origine grecque, c'est-à-dire pouvoir, bureau et pouvoir. Le mot qui va être vulgarisé par la suite par l'allemand Max Weber, objet ou sujet de notre intervention aujourd'hui. Éminent auteur de fin du 19e siècle et de début du 20e siècle, entre 1864 et 1920. Mais Max Weber, par rapport à l'opposé des autres auteurs de l'approche classique, Taylor et Fayol, n'est pas un ingénieur, n'est pas un homme d'affaires, n'est pas un professionnel d'organisation. C'est un théoricien, un sociologue, un économiste, un politologue, juriste, plusieurs, disons, il est multidisciplinaire, mais qui va proposer dans le cadre de ses apports en sociologie une théorie de l'organisation. Donc, on traite dans l'œuvre, par rapport à l'œuvre de Weber, la partie où il traite de l'organisation, c'est-à-dire la sociologie de l'organisation. La problématique, ça veut dire, et on le dit toujours, derrière une théorie importante, il doit y avoir un auteur important, une problématique importante et intéressante. La problématique, c'est que Max Weber a observé que dans les structures, dans les entreprises, dans les organisations, les uns exercent leur pouvoir sur les autres. Il y a ceux qui exercent le pouvoir et il y a les autres sur lesquels le pouvoir est exercé. Toute la question. Pourquoi les personnes sur lesquelles le pouvoir est exercé acceptent cette situation? Pourquoi, et parfois, on trouve que c'est légitime qu'un supérieur donne des ordres à un subalterne? La situation n'est pas tellement naturelle, c'est qu'il y a des raisons, des justifications à cette situation. Donc, c'est sur quoi repose tout ça? Sur quoi repose l'acceptation de l'autorité des autres? Voilà une question fondamentale et importante et qui va conduire Max Weber à un certain nombre de propositions par rapport à la bureaucratie. Deuxième composante de cette problématique. Si on accepte que les subalternes acceptent le pouvoir des supérieurs parce que il y a des raisons, une justification. Et il n'y a pas une seule justification, mais peut-être il y a plusieurs types de justifications. Max Weber va nous dire que chaque type de justification donnée pour accepter le pouvoir des autres est un modèle d'organisation. Donc on accepte le fait qu'il y a plusieurs modèles d'organisation, plusieurs raisons qui font que un subalterne accepte l'autorité d'un supérieur. Par rapport à tous ces modèles possibles d'organisation, quel est celui le plus efficace? Et qui sont donc ses caractéristiques? Parce que s'il est le plus efficace, c'est qu'on doit le généraliser. Voilà. Maintenant, si on veut donner un schéma à la théorie de Max Weber, et à partir des éléments de la problématique qu'on a cités,
On va dire qu'un modèle d'organisation est une forme d'autorité. Justification de l'autorité, autrement dit. L'autorité est le pouvoir de commander. Et qu'est-ce que commander? Commander, c'est donner des ordres. Et dans tout système d'autorité, les subordonnés acceptent les ordres parce qu'ils les croient légitimes. La légitimité de l'autorité peut avoir plusieurs sources. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de dire. Cette justification qu'on est en train de donner pour que les subalternes acceptent l'autorité, acceptent le pouvoir des supérieurs, il y a plusieurs raisons et donc il y a plusieurs sources de la légitimité de l'autorité. Et chaque source de légitimité représente une forme d'autorité ou un modèle d'organisation. Et comme ça, le point de départ, modèle d'organisation, et la boucle est bouclée, point d'arrivée, modèle d'organisation. Maintenant, si on s'intéresse de façon plus profonde à l'œuvre de Max Weber, à part cette question de problématique qui est fondamentale. On a dit qu'il y a plusieurs justifications qu'on va donner pour accepter l'autorité. Max Weber les a résumées. Les a résumées en 3 modèles, 3 formes d'autorité, 3 grandes raisons. D'abord, il y a l'autorité charismatique. Et cette autorité repose, ou sa légitimité repose, sur le charisme d'un leader dont la valeur est exceptionnelle. On accepte l'autorité d'un chef, d'un leader, mais qui est vraiment exceptionnel, avec des qualités personnelles, avec confiance en soi, sa capacité de convaincre, sa façon de parler, sa communication, son magnétisme parfois même. Ça lui donne une valeur exceptionnelle aux yeux de ceux qui sont dirigés. Et on appelle ça autorité charismatique, basée sur le charisme. Le problème avec ce modèle d'organisation, c'est que par définition, elle est instable. Et par nature, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que qui va remplacer par la suite un leader charismatique? C'est pas facile de trouver un leader ou un dirigeant qui va remplacer un leader charismatique. C'est que il y a un problème de succession. Et des organisations peuvent vivre pendant parfois des mois et des années d'instabilité suite, par exemple, au décès d'un dirigeant charismatique. Le deuxième modèle, c'est l'autorité traditionnelle. Alors, pour l'autorité traditionnelle, la légitimité donnée au chef pour diriger, c'est une légitimité d'héritage. C'est-à-dire que l'autorité de chef est légitimée par le statut hérité. Il a hérité d'un statut. Et je vous donne un exemple. C'est comme il y a le patron, mais il y a son fils. Et le patron délègue ses responsabilités à son fils. Les employés intègrent cette situation. Pourquoi? Parce que c'est le fils de patron. Donc c'est une autorité traditionnelle basée sur le statut hérité. Quel est le problème avec dans le monde organisationnel, avec ce modèle d'organisation? C'est que les subordonnés intègrent cette forme d'autorité, disent que oui, c'est évident, c'est son fils. Mais intégrer ne veut pas dire reconnaître. Ils ne reconnaissent pas la compétence de son fils parfois. Ils ne voient pas cette compétence. Ils ne voient pas où il peut être utile, où il peut être comme son père parfois. Et donc, lorsque cette situation se pose, on dit que cette autorité est traditionnelle, basée uniquement sur le statut hérité. Cela ne veut pas dire que
toujours, lorsque c'est le fils de patron qui prend la commande, qu'il y a un problème, qu'il y aura un problème. Non, parfois, ce fils est compétent, bien formé, il a tous les atouts pour être un bon dirigeant. Mais d'autres fois, pour certaines d'autres personnes, elles n'ont pas la compétence nécessaire pour diriger, elles profitent seulement de statut de l'héritage. Il y a l'autorité bureaucratique. Et ça, c'est le modèle d'autorité proposé par Max Weber. Sur quoi repose ce modèle? D'abord, l'autorité découle de la légalité des ordres, doit découler de la légalité des ordres et de la légitimité légale de ceux qui les donnent. C'est-à-dire, ça va être leur titre, leur rang hiérarchique. C'est-à-dire que l'autorité n'est pas basée sur le charisme, n'est pas basée sur l'héritage, mais elle est basée sur des procédures. Est-ce que un chef a le droit de donner des ordres? La réponse à cette question, c'est dans les procédures. C'est oui, c'est qu'il doit donner, qu'il peut donner ses ordres indépendamment de son charisme, indépendamment de statut hérité. C'est la légalité des ordres. Est-ce qu'un employé doit exécuter tous les ordres? Non, seulement les ordres qui sont prévus dans les procédures qui décrivent le travail et qui décrivent son poste et qui décrivent les relations entre le poste et les postes supérieurs et les postes subalternes. Donc, tout est basé sur, disons-le, la légalité, le droit, disons dans un terme organisationnel, les procédures, qui sont des règles qui doivent être écrites et qui précisent les situations organisationnelles, les situations entre les acteurs, entre les salariés et leurs supérieurs, entre des salariés et leurs subalternes. Ce modèle, réputé par Weber comme étant rationnel et légal, parce que il est censé, s'il est bien respecté, de réaliser les objectifs de l'entreprise avec le minimum de coûts, disons rationnel dans le sens où on cherche à réaliser le maximum d'objectifs avec le minimum de coûts, de moyens, de gaspillage. Donc réaliser le maximum avec le minimum en respectant les procédures. C'est pourquoi le modèle est réputé rationnel et légal. Et pour Max Weber, c'est la forme d'organisation, la forme d'autorité et le modèle d'organisation, disons, le plus efficace. Mais aujourd'hui, il y a un sens de la bureaucratie qui est un sens différent de son sens à l'origine, tel qu'elle a été développée par Max Weber. La bureaucratie, pour Weber, c'était la modernité, c'était la légalité, c'était en tout cas à l'époque, c'est pour avoir une administration qui soit la plus efficace, la plus structurée, la plus claire possible. Mais la bureaucratie moderne a un sens différent, un sens plutôt, disons-le, péjoratif. Disons, à chaque fois on parle de bureaucratie aujourd'hui, c'est pour dire rigidité, lenteur, perte de temps, etc. C'est que lorsque on dit par exemple par rapport à l'entreprise, lorsque pour créer une entreprise, enfin les documents, les paperasses, le nombre d'autorisations, le temps que cela va prendre, on dit c'est la bureaucratie ou la lourdeur de la bureaucratie. Or, c'est un sens péjoratif. Ce n'est pas le sens voulu par Max Weber. Parce que pour Max Weber, voilà ce que veut dire bureaucratie. La bureaucratie est organisée selon une hiérarchie clairement définie pour éviter toute ambiguïté. Elle est basée sur la division de travail et la spécialisation. D'ailleurs,
comme toutes les autres théories de l'approche classique. Et les salariés sont personnellement libres. Le salarié n'est pas un esclave. Le salarié est un employé qui, en contrepartie de son travail, reçoit un salaire. Donc, est-ce que le salarié va obéir à tout ordre? Non. Les salariés sont libres, n'obéissent que devoir de leur fonction officielle, dans un cadre officiel, tout en prenant en considération les procédures. Donc, aussi, toujours, et c'est pour expliquer ce mot bureaucratie selon le sens de Weber, c'est que les employés sont sélectionnés, ou doivent être sélectionnés, et nommés sur la base de leur qualification, pas sur la base de favoritisme, de piston, de relationnel, etc. Et la rémunération d'un employé, de tous les employés, doit être faite selon un salaire, le système de salaire fixe, qui évolue selon le rang hiérarchique des salariés. Et là, on voit la contradiction avec les propositions des autres théories de l'approche classique de l'organisation. Parce que pour Taylor, il recommande un système de salaire différentiel, qui croît avec le salaire, qui croît avec le rendement différentiel. Avec Fayol, un système de salaire proportionnel. Le salaire croît proportionnellement avec la production réalisée par un salarié. Ici, c'est un système de salaire fixe et qui, pendant longtemps, ce système de salaire fixe, et parfois même aujourd'hui dans la fonction publique ou certaines entreprises, on trouve ce système de salaire fixe qui évolue selon le rang hiérarchique. Et c'est un système bureaucratique, d'ailleurs défendu par Max Weber. Les apports de cette théorie de la bureaucratie et de l'autorité. Plusieurs. D'abord, c'est un modèle qui veut remplacer le favoritisme par la règle et donc protéger les salariés contre l'arbitraire et la discrimination. D'un autre côté, c'est un modèle qui cherche à travers la structuration, la règle, la clarté, qui cherche à avoir un système rationnel, légal et donc efficace et en même temps efficient, qui permet de réaliser plus de productivité, qui permet de minimiser les coûts et qui permet de protéger le salarié. Mais les limites de cette théorie bureaucratique, c'est que le modèle en lui-même n'est qu'un type idéal, une proposition, un type de système que peut-être on souhaite pouvoir instaurer, un type idéal, mais qui n'est pas toujours réel. Le fonctionnement bureaucratique crée des rigidités, comme on vient d'expliquer, parce que vouloir trop s'attacher aux règles, aux procédures, parfois des initiatives d'employés ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce que il faut suivre les procédures, il faut remonter jusqu'au décideur qui doit trancher, alors que cela peut prendre du temps. Et ce sont les rigidités. Et alors qu'aujourd'hui, par exemple, l'environnement est tellement turbulent que chaque instant, à chaque moment, on doit prendre de nouvelles décisions. Est-ce qu'on va suivre ce fonctionnement bureaucratique? Probablement non, parce que parfois, en situation d'urgence, il y a des mécanismes de décision qui doivent être prévus pour faire face à des situations imprévues. Les règles, selon ce modèle, sont souvent interprétées par les employés en fonction de leurs propres objectifs. La même règle, vous savez, l'être humain parfois interprète la même règle, je l'interprète à ma façon pour protéger mes intérêts, et tu peux l'interpréter à ta façon pour protéger tes intérêts. Et ça, en sociologie, on le sait. Et d'ailleurs, trop s'attacher à la règle ou trop baser un système sur les règles
cela va tuer les règles. Parce que les règles qui ne sont en fait que des moyens deviennent des fins en elles-mêmes. Et trop de règles tuent les règles, trop de règles tuent l'organisation. En conclusion, on va dire que toutes les théories de l'approche classique, ils ont un certain nombre de points communs. Et on va insister, pour conclure, sur ces points communs. On insiste beaucoup sur la hiérarchie, le système de commande, donc l'autorité, le système de commande, tout ce qui suit la hiérarchie, la division de travail, et d'ailleurs le mot bureaucratie, ça veut dire diviser le travail administratif demandé, diviser en bureaux. Chaque bureau, il y a un poste, on s'occupe d'un certain nombre de tâches et spécialisation. Et c'est le même cas pour la théorie de l'organisation scientifique ou l'organisation administrative de travail. Sauf que l'organisation scientifique de travail, on s'est intéressé à la division de travail de l'ouvrier. Au niveau de l'organisation administrative de travail, on s'est intéressé à la division de travail de management, d'administration. Et au niveau de la bureaucratie, on a traité de façon globale la division de travail, et que ces divisions de travail sur le plan administratif, il n'y a pas seulement la division de travail, mais c'est organisé sous forme de bureaux. Et chaque bureau prend en charge un certain nombre de dossiers ou de tâches. Et le One Best Way, toutes les théories de l'approche classique, c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle approche classique. Il croit au One Best Way, le seul chemin possible pour réussir, il n'y a qu'un seul chemin. Et chaque théorie essaie de nous dire que mes propositions sont les meilleures et il faut les suivre pour pouvoir réussir. Et donc, les principes énoncés par toute l'approche classique, toutes les théories de l'approche classique, les auteurs croient que ce sont des principes universels. Ils sont énoncés, mais ils sont universels, valables pour toute entreprise, tout établissement, toute organisation, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit le pays, quel que soit le moment. On croit que ces principes sont les seuls possibles, capables d'organiser les entités pour leur permettre de réaliser leurs objectifs. Et sur ça, je vous dis merci.